Bonjour et bienvenue à cette nouvelle plénière du Salon Stratégie Client sur le thème des nouveaux standards de l'expérience omnicanal. Je suis très heureux de voir que c'est un sujet qui vous passionne. Ce matin, nous avons parlé d'efforts clients et cet après-midi, nous parlons de fluidité du parcours, si je puis dire. Et nous avons trois acteurs venant de trois secteurs différents. On a toujours à cœur de mêler les points de vue pour vous apporter encore plus de retours d'expérience. Alors avant de commencer cette conférence, je vous invite donc à poser vos questions par SMS au 06 33 33 12 16 sur l'application dont l'adresse s'affiche également. Et puis depuis Twitter, vous pouvez également poser vos questions avec le hashtag EMKTP 2017 ou bien le hashtag StratégieC. Vous avez également les comptes Twitter de nos trois intervenants qui vont échanger avec nous donc pendant une heure sur le thème de l'expérience omnicanal. Alors on dit souvent, vous savez, il y a quelques années, on parlait de multicanal ou de cross-canal. Aujourd'hui, on parle d'omnicanal. Je ne sais pas ce que sera le thème de l'année prochaine. En tout cas, du point de vue du client, le client ne raisonne jamais en multicanal ou en omnicanal. Lui, il veut simplement avoir une expérience qui soit, alors on dit souvent aussi sans couture, on dit une expérience qui soit fluide. Et on voit ici que dans le panel qui est devant vous aujourd'hui, eh bien, nous avons des achats d'impulsion et puis des achats avec un petit peu plus de réflexion. On a des circuits courts et des circuits longs. On est en B2B et aussi en B2C et en B2B2C. Donc, on va essayer de mêler les approches pour vous. Alors, aujourd'hui, pour ce débat, nous avons donc Julien Heinemann, qui est directeur des services clients de Schmidt Group, Francis Barbier-Martins, qui est directeur de la relation client de UGC, et Yann Emilian, qui est le président de Generali Concierge Service. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Julien Heinemann. Donc, vous avez été élu pour la deuxième année consécutive. J'ai noté ça dans l'actualité et sur mon blog. Pardon, parce que je ne me suis pas présenté. Je suis donc l'auteur du blog Sens du client. Mon nom est Thierry Spencer. Et j'avais fait donc un billet sur élu service client de l'année. Et pour la deuxième année consécutive, donc vous avez remporté ce prix. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Je suis sûr que vous avez certains clients qui sont dans la salle d'ailleurs. Oui, bonjour. Donc Schmidt Group, Schmidt Group, c'est quoi? C'est un fabricant de meubles. Donc nous, on proposons des solutions d'aménagement de l'ensemble de l'habitat. Et on distribue nos meubles via un réseau de concessionnaires indépendants avec les marques Schmidt et les marques Cuisinart. Schmidt Group est une entreprise familiale. Et on a une vision toute simple en fait. La vision du groupe, c'est quoi? C'est d'avoir des consommateurs heureux. Pour ma part, je gère du coup la direction du service client et c'est une gestion qui est mixte entre la gestion de la relation quotidienne que l'on a avec nos partenaires magasins et la relation avec les consommateurs finaux qui ont acheté ou pas en magasin et qui interagissent avec nos marques. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors Francis Barbier-Martins, on a eu la chance d'entendre votre témoignage à Cannes lors des Customer Relationship Meetings. D'ailleurs, on va faire un sondage dans la salle. Quels sont ceux qui ont assisté aux Customer Relationship Meetings à Cannes au mois de novembre dernier? Il y a quelques top décideurs dans la salle, je vois, et des chanceux. Donc n'oubliez pas de noter effectivement qu'il y aura donc à nouveau cet événement au mois de novembre prochain. C'est une autre forme d'échange avec des rencontres entre des top décideurs et des prestataires de services. Et c'était à cette occasion d'ailleurs que vous aviez fait une intervention qui avait été assez remarquée. J'ai jugé utile de vous inviter à nouveau parce que sur ce sujet précisément de l'expérience omnicanal. Alors, est-ce que vous pourriez présenter ici au public les grands faits et chiffres du GC? Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. UGC, c'est donc l'Union Générale de la Cinématographie. C'est un groupe qui est né en 1971. C'est bien votre micro. Pardon. Plus près, qui est né, donc l'UGC est donc né en 1971 de la concaténation de plusieurs petits exploitants.
Et aujourd'hui, nous avons à notre actif une présence en France et en Belgique. Nous avons environ 500 salles de cinéma. On a une politique qui est une expansion qui est donc surtout française et belge. Là, on va ouvrir nos prochains cinémas on a Parly 2, on est en train de refaire le cinéma des Gobelins dans le 13e, et on va bientôt refaire le cinéma donc, du centre de Vélizy. Nos produits, si vous les connaissez peut-être, on a surtout la carte UGC illimitée, qui est notre grand succès depuis mars 2000 maintenant. Et nous avons une volonté de lancer des nouveaux produits à raison de tous les ans et demi, tous 2 ans à peu près, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et je suis donc à la tête de la direction de la relation client chez UGC, qui est entièrement internalisée. Donc c'est un choix aussi de tout centraliser chez nous pour avoir une meilleure réactivité face aux clients et apporter la meilleure qualité possible. Et nous avons fait également le choix d'un outil CRM interne il y a quelques années que nous sommes en voie de changement actuel. Et d'ailleurs, vous nous disiez, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous nous disiez qu'entre le lancement de ce projet, enfin le lancement de ce projet, entre l'appel d'offres qui a eu lieu au moment des Customer Relationship Meetings et cette semaine, c'est tout le temps qui s'est passé entre le lancement et puis le choix de la solution. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Ça vous donne une idée déjà des délais pour faire un bon programme de CRM et un choix d'outils. Alors, Yann et Emiliane, on connaît la compagnie d'assurance italienne Generali, mais pas forcément sa branche concierge service. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous la présenter et aussi présenter votre propre parcours? Ouais. Et pour cause, on vient de lancer cette nouvelle entité il n'y a même pas 1 an maintenant. Donc on dépend, nous sommes une émanation d'Europe Assistance, 1963, Pierre Desnos, toute l'histoire de l'assistance, qui elle-même est 100% filiale de Generali, donc 1831, pour revenir sur les dates, un acteur important de l'assurance. Et nous avons lancé, donc, il y a un peu moins d'1 an, une filiale sur la conciergerie. Alors pourquoi la conciergerie dans ce domaine-là? C'est clé parce que tous les acteurs aujourd'hui de l'assurance, l'assistance ont une entité de conciergerie. On est là pour assurer le suivi du client, non pas uniquement quand il a besoin pour son assistance, son assurance, mais également pour sa vie au quotidien, pour l'améliorer de sa vie au quotidien. Donc, même pas 1 an, et on rebondira probablement aussi sur les outils CRM. On a implémenté aussi un outil CRM Salesforce extrêmement puissant, de dernière génération, et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Alors, dans les services de conciergerie, par exemple, citez-nous un service emblématique de conciergerie pour un client. Alors non, parce qu'en réalité, dans la conciergerie, vous pouvez tout demander. Dans la limite du légal, bien sûr, vous ne pouvez pas demander des choses auxquelles on ne pourra pas accéder. Mais je prends l'exemple d'un des clients, la semaine dernière, nous a appelé parce qu'il était parti en Normandie en vacances et il avait oublié son chat à Paris. Donc on a délégué une personne pour aller chercher le chat de cette personne, le ramener en Normandie. Donc on lui a fait passer un bon moment. On peut avoir des demandes en mariage dans des rooftops parisiens. Enfin, il n'y a pas de limite en fait dans les demandes. Il y a des très classiques, taxi, location de voiture, vacances. Donc dans ce cadre-là, notre rôle, c'est d'apporter le meilleur service, bien sûr, aux clients, avec si possible un effet waouh. C'est-à-dire, on doit apporter une petite surprise en plus. Un effet miaou. Exactement. Enfin, je ne pouvais pas m'empêcher. Je pensais aussi à l'omnichannel, mais bon, ça me venait comme ça, pardon. J'adore les calembours, vous me pardonnerez. Julien Henneman, plus sérieusement, on va commencer ce débat sur les standards de l'expérience omnicanal. Et à propos de standards, en fait, il faut penser à l'évolution des attentes des clients sur leur parcours. Et d'après vous, quels sont justement ces nouveaux standards? Alors justement, quand on parle de l'évolution, nous traditionnellement, on est dans un business où le consommateur allait dans un magasin parce qu'il était visible, près de chez lui, etc. Et la réputation de ce magasin se faisait finalement uniquement via le bouche à oreille du quartier, quoi, le bouche à oreille local. Et certes, c'était le magasin, mais c'est aussi la marque, puisque c'est nos marques qui sont sur ces magasins. Donc, à nous aussi de gérer ça. Historiquement, ça se faisait bien. Aujourd'hui, évidemment, tout un chacun navigue beaucoup plus sur le web.
Et nos consommateurs, les premiers, démarrent leur parcours sur le web, quoi. Ils ont envie de quelque chose, ils ont envie d'un aménagement, ils farfouillent de droite à gauche et tout d'un coup, ils vont tomber sur nos marques. Ce qui fait que ça, c'est le grand changement pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, nos vendeurs, nos concepteurs vendeurs en magasin, ils doivent se préparer, ils doivent préparer leur accueil à des consommateurs qui sont déjà très informés et qui ont déjà été en contact beaucoup avec la marque, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est le premier gros changement pour nous. Oui, parce que vos clients ont des projets qui sont importants et on pense par rapport au panier moyen à ce qui touche aussi le secteur de l'automobile, hein. On Ouais. dit que... Alors on n'est pas aussi loin que ça quand même, mais on est plus sur un panier moyen de 7 000 euros à peu près. Mais néanmoins, c'est un acte engageant, c'est un achat anxiogène aussi. Et quelque chose qui est significatif, depuis on est très visible en tant que service consommateur, 40% de nos contacts sont des contacts de gens qui ne sont pas encore clients. Donc souvent, on associe service consommateur ou plutôt réclamation et autres. Là, évidemment, on en a aussi, mais 40% quand même, c'est de l'avant-vente, quoi, hein, des gens qui n'ont pas encore acheté. Ce qu'on travaille beaucoup, évidemment, c'est la gestion aussi de plus en plus de prise de rendez-vous en ligne. Et là aussi, quelque chose qu'on remarque de plus en plus, c'est que ces consommateurs, ils nous demandent « mais moi, je ne veux pas aller en magasin d'abord. Je veux d'abord que le concepteur-vendeur vienne chez moi, parce que moi, j'y connais rien. Je veux qu'il me fasse un maîtrise, je veux qu'il regarde ce qui est gérable, ce qui est faisable chez moi, et ensuite, j'irai en magasin. » Donc ça inverse totalement aussi les habitudes et la façon de le gérer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça ? Et puis après, dans notre métier, effectivement, c'est engageant, c'est un certain prix. Et finalement, tout tient à la relation humaine qui se crée. Donc le gros changement pour nous, c'est cette relation humaine qui se crée au moment où on poussait la porte d'un magasin. Eh ben, il faut la créer déjà avant. Donc on en parlera peut-être encore après, mais dès l'étape digitale, dès l'étape en amont, on commence à créer cette relation. Et voilà, pour nous, ça, c'est un point clé de cette omnicanalité, comment gérer ce début de l'histoire. Et donc fatalement, vous avez un client qui est de plus en plus informé, de plus en plus préparé et qui attend d'avoir des interlocuteurs, que ce soit à distance ou en face à face, qui soient eux aussi des experts ou qui soient aussi, pourquoi pas, comme on dit, des curateurs de contenu, hein, qui puissent aussi les aider à faire le choix entre les informations qu'ils peuvent trouver en ligne, par exemple, sur la préparation de leur achat. Exactement, d'où après le fait de les rassurer, de les guider, de les orienter pour nous en magasin, puisque c'est vraiment le lieu où va se passer la finalisation d'une vente. Alors, on passe du circuit long, si je puis dire, avec une mûre réflexion et un panier moyen élevé, à un circuit court, avec un achat d'impulsion avec vous, Francis Barbier-Martin, chez UGC. Quelles sont les attentes de votre clientèle sur le parcours client? Quelles sont les attentes en termes d'omnicanal? Alors, il y a deux typologies chez nous. Il y a les clients et les abonnés qui se rendent en salle, qui eux ont une volonté vraiment de fluidité complète, c'est-à-dire j'ai procédé à mes réservations de ma place en amont, soit sur mon appli, soit sur le site web, et je souhaite entrer le plus vite possible dans ma salle, avoir ma place, acheter un peu de popcorn, de glace, ce que vous voulez, si possible. Et ensuite voir mon film dans les meilleures conditions possibles et sortir sans stress. Voilà, ça, ce sont les premières attentes. En fait, ça n'a pas vraiment évolué, hormis le fait d'avoir un accès en fait au billet qui est obligatoire chez nous d'un point de vue légal. Hormis cette obtention de billets via nos bornes ou via les QR codes que nous faisons actuellement sur smartphone pour accéder en salle, voilà, ça n'a pas vraiment évolué. Il y a ensuite la partie client qui appelle mon département, où nous sommes plus la lumière au fond du couloir. On a relativement peu de réclamations et j'étais assez étonné en faisant justement les comparatifs de l'année 2016 versus 2015. On a un taux de réclamation qui est relativement faible à mon goût, puisqu'il n'excède pas 20% de nos contacts. On a 80% de demandes d'informations, d'explications de produits. Et c'est surtout visible au niveau des attentes clients sur les gens qui ne sont pas abonnés à UGC illimité, par exemple, et qu'il s'agisse de l'ensemble des canaux téléphone, email ou réseaux sociaux que nous avons, on a une attente assez particulière qui est, par exemple, le mercredi après-midi, on a des appels de mères de famille qui se trouvent devant un cinéma, devant un ciné-cité, en disant, ben voilà, je suis avec mes 2 enfants qui ont 5 et 9 ans, est-ce que je peux aller voir Baby Boss ?
Est-ce que c'est correct de les emmener voir tel ou tel film? Est-ce que vous passez bien Fast and Furious 8 en version originale sous-titrée à Saint-Quentin en Yvelines? Alors la première chose qu'on leur demande, c'est oui, bien évidemment, on le passe, on donne les horaires, mais est-ce que vous savez que vous avez une appli ou vous avez un site internet où vous avez l'information? Et la réponse est oui, je sais, mais je préfère vous l'entendre dire. Et en fait, là, on voit avec la multiplication des canaux que l'expérience qu'ils attendent, c'est vraiment d'avoir encore aujourd'hui et plus que jamais un humain qui leur indique comment faire, quoi voir, comment effectuer une demande, comment acheter un billet, comment réserver un opéra, etc. Et aujourd'hui, même si on remarque que nous avons des attentes, ils nous le disent, nos clients, je voudrais avec ma carte fidélité pouvoir échanger mes points sur mon appli. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, mais ça le sera d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une attente claire que nous allons réaliser. Je veux accéder à n'importe quelle information où je veux, quand je veux, la fameuse instantanéité, mon amour. Mais on se rend compte qu'il y a un gap entre les demandes qui sont effectuées, les vraies poussées, et en fait la réalité terrain, où en fait on en revient toujours au téléphone. Donc on est en train de réfléchir sur la diversification des canaux d'accès client pour démarrer une expérience, qu'il s'agisse d'un customer journey qu'on a effectué en amont via notre service marketing qui redescend sur la plateforme relation client, ou tout simplement d'avoir un service téléphonique qui soit polyvalent et qui réponde à n'importe quoi. C'est vrai que vous parliez à propos des attentes et même au-delà de l'omnicanal, hein, des attentes d'expérience. Fatalement, c'est vrai que c'est mieux de voir Fast and Furious avec un son Dolby dans une grande salle, avec un grand écran que sur son mobile ou devant sa télé dans quelques mois. C'est vrai que là, pour le coup, aujourd'hui, on qualifie encore davantage le cinéma comme une expérience, hein, et qui s'enrichit chaque jour. Passons à Yann et Miliane. Alors pour vos clients et les clients de vos clients, quelles sont justement leurs attentes en termes de fluidité dans le parcours? Qu'est-ce que vous observez dans les standards de la relation client? Alors pour reprendre à l'origine, effectivement, les attentes sont très très élevées. Nous avons affaire donc à cette clientèle assez fortunée qui a des besoins très spécifiques. Et ils s'attendent bien évidemment à ce qu'on soit disponible tout le temps avec tous les canaux disponibles et joignables quand ils le souhaitent. Donc en ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on est disponible en 24/7, en multilangue, partout dans le monde. Donc on se doit d'avoir des outils extrêmement performants, hein. D'où l'idée d'avoir investi massivement dans une plateforme CRM en cloud qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'aller nous installer à Miami dans 3 mois et avec une simplicité de technologie qui nous permettra de dédupliquer tous les sites web, les applis que nous avons déjà à disposition. Donc en ça, l'omnicanalité, c'est plutôt pour nous d'avoir ce focus client et de pouvoir y répondre immédiatement. Ça demande peut-être de nous appeler, de nous contacter pour organiser un voyage, un séjour. Par contre, il n'a pas envie d'avoir systématiquement le contact au téléphone. Donc par là, il passera après par un email de confirmation. Il souhaiterait une réponse assez rapide en disant non, je souhaite changer de date, il le fera par SMS. Mais d'un autre côté, on a aussi une génération de clients qui souhaitent uniquement passer par SMS, par WeChat, par différents réseaux sociaux. Donc nous, on a apporté toute cette solution. On a apporté de la fluidité, de la souplesse, mais surtout de la liberté au client. Quand il part à Mexico, à New York, on doit être à la fois disponible, même s'il n'y a pas de Wi-Fi, et donc lui apporter ces solutions de communication. Donc notre parti pris était celui-là. Je vois une question qui s'adresse aussi à vous. On la traitera peut-être juste après dans la partie sur les canaux de relation à propos de l'usage des robots de conversation, hein, des chatbots auxquels on a fait référence d'ailleurs ce matin. Julien Heinemann, quels sont les canaux de relation possibles pour vos clients, justement, vous qui êtes aussi dans le monde réel et puis et à distance? Alors, la priorité absolue pour nous, c'est la relation en magasin, le face-à-face, physique. Aujourd'hui, on a moins de 10% des contacts qui sont à distance sur l'ensemble. Sinon, c'est des contacts traditionnels, hein, c'est le téléphone, le mail, des formulaires de contact sur nos sites web.
On prépare évidemment aussi toute une structure, des bases de connaissances et tout ce qui va bien pour pouvoir travailler demain, le chat ou le chatbot ou autre technologie de ce type-là. Mais ça nécessite pour moi une grosse préparation parce qu'on n'y est pas encore. Et après, ce qui est hyper sensible pour moi, c'est tout ce qui est e-réputation. C'est-à-dire qu'on est très très présent sur ces canaux-là. On avait commencé à travailler là-dessus avec une agence d'e-réputation, Blueboat, qui nous a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, on a repris l'activité en interne avec un community manager au sein du service client. Et ça, c'est capital pour pouvoir vraiment être présent partout, détecter tout ce qui se passe et interagir en direct au plus près des gens qui sont au courant, quoi. Alors, je suis assez curieux. Où est-ce qu'on parle où est-ce qu'on parle de cuisine? Sur quels médias sociaux? Sur quels réseaux sociaux en particulier? Est-ce que c'est Facebook parce que tout le monde y est? Est-ce que c'est Twitter aussi? Alors, évidemment, sur tous les traditionnels, bien sûr. Après, le grand débat, c'est de savoir, quand on met un avis, on le met où. Donc, on travaille aussi avec une plateforme qui s'appelle Custplace, sur lequel on a essayé de centraliser le plus possible les avis. Néanmoins, ces forums construits, enfin, c'est tout ce qui est plutôt lié à l'habitat. Et ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'on est présent, qu'on ne laisse pas dire tout et n'importe quoi, qu'on réagit, qu'on est là, qu'on est prêt à s'occuper des choses. Mais c'est un canal qui est un des plus importants pour nous aujourd'hui. Ouais. Alors, pas en volume encore, mais en sensibilité. On comprend fatalement parce que les clients passent beaucoup de temps aussi sur Internet, veulent trouver la meilleure solution hein, quand on fait sa cuisine. On veut aussi avoir la réponse à toutes ces questions. On trouve effectivement du contenu sur des forums, et aussi des vidéos sur YouTube, j'imagine. Il y a de tout, de tout, de tout. Alors, Francis Barbier-Martin, quels sont les canaux qui sont ouverts à la relation chez UGC? Alors, on a des canaux, je dirais, traditionnels. On a hérité le courrier en fait, des obligations légales que nous avions au début du GC limité. Nous avons bien évidemment tout ce qui est formulaire depuis le site internet. Le canal téléphone, comme je vous ai expliqué, qui demeure très important à date d'aujourd'hui. Et moi, je tends vraiment de plus en plus aujourd'hui à vouloir aller vers le zéro papier. On est en train d'y arriver petit à petit. Pour vous donner un exemple, avec les différents process tout simples qu'on a mis en place, on a divisé par 4 le nombre de courriers en l'espace de reçus en l'espace de 3 ans. Et toute l'automatisation qu'on a mis en place pour la communication client, qu'il s'agisse de tout ce qui est confirmation de réservation, mais également communication vers nos abonnés UGC limités, pour les confirmations de fin d'abonnement, etc. On est passé à un mode email aujourd'hui qui est pratiquement à 95%. On a ouvert également des réseaux sociaux, donc nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur Twitter, et on a également, un petit peu comme vous, on a ouvert on était très intéressé par ce qui se disait sur nous et d'avoir vraiment la main sur ce qui se disait sur UGC. Donc on a choisi de travailler avec Critizer. Et je suis assez content de cette solution dans le sens où ça me permet de faire un double impact. On a un impact client puisqu'on récupère vraiment de la data qui est très importante sur à la fois les compliments, les problèmes, les questions que nos clients peuvent rencontrer. On a remarqué qu'il s'agissait d'une frange très particulière de la population qu'on ne touchait pas vraiment, qui sont des clients assez jeunes. Et derrière, moi, ça me donne de la data pour les cinémas. Donc, ça me permet de faire aussi un management, en fait, des points de vente, donc de nos cinémas, et de dire, en fait, aux équipes qui sont assommées de clients mystères qui leur disent comment ils font mal leur métier, et de dire que d'un autre côté, vous avez des clients, ils sont très contents, et ils nous le disent. Et ça fait un management par de l'optimisme et des bons messages à passer en disant vous faites correctement votre travail. D'autant qu'on a des compliments en fait à 81% de la part de nos clients. Et c'est surtout qu'avec cette multiplication de points de contact, moi j'avais besoin d'une solution qui puisse me gérer ça en un seul flux. Donc j'ai choisi une solution qui s'appelle Alcméon, qui est pour moi et pour mes collaborateurs qui est devenu hyper souple à utiliser, dans le sens où ils ont vraiment un seul flux
à traiter. Donc en termes de productivité et en termes de push en fait, de solutions, de réponses type, ça leur a permis en fait de gérer en un seul canal la totalité en fait des réseaux, ce qui veut dire qu'on a une réactivité qui est assez formidable et qui est de plus en plus plébiscitée en fait par nos clients. Je terminerai sur une chose, c'est que je suis toujours un petit peu méfiant. On parlait de chatbot. Moi, les choses à la mode comme les chatbots, les chats en l'occurrence, qui vont et qui viennent, je ne suis pas très très fan. De par ce que me disent mes clients, on veut certes de l'instantanéité, mais on veut surtout quelque chose qui puisse me donner en fait une information qui soit fiable. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que, pour mon business en tout cas, les chatbots soient une bonne solution, même en niveau 1. Donc c'est quelque chose que je ne souhaite pas implémenter à date d'aujourd'hui. C'est un sujet dont on a largement parlé hier, évidemment, et je comprends qu'il y ait des contextes très différents. Il y a aussi l'organisation de la connaissance, mise à disposition d'un robot de conversation, un chatbot, pour pouvoir renseigner les clients. Mais on pourrait imaginer demain qu'effectivement, alors peut-être pas la mère de famille dont vous parliez face à son cinéma, mais elle pourrait effectivement demander des conseils. Hier, on avait eu le témoignage de voyagesncf.com qui parlait de l'implémentation du robot de conversation sur Messenger, sur Facebook, pour pouvoir justement répondre à des sollicitations de clients par le biais d'un robot, ce qui était plutôt ce qui s'accordait pas mal à leur relation en l'occurrence. Alors Yann et Miliane, sur quel canot est-ce que vos clients et les clients de vos clients, est-ce qu'ils ils interagissent? Et puis j'ai une question ici pour vous qu'on va afficher à l'écran. C'est question pour Generali. Comment définir le choix du client en termes de canal? Le demander explicitement. Point d'interrogation. Donc les canaux oui, qui sont offerts à vos clients et aux canaux de vos clients. Pardon, je vous ai embrouillé avec la question. Donc ça faisait trop. Un point sur les canaux. Est-ce que vous leur laissez le choix du canal? Alors absolument. Dans la construction de notre plateforme et de l'interaction qu'on peut avoir avec nos clients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ouvert tous les canaux possibles. Donc effectivement, on parle du chatbot. On est en train de lancer aujourd'hui un chatbot avec reconnaissance visuelle. C'est-à-dire que vous prenez une photo, par exemple, d'une bouteille de vin. Encore une fois, vous êtes en Argentine, vous avez un bon vin. On peut vous faire livrer en 2-3 clics cette bouteille ou une caisse chez vous le lendemain. Donc, on a lié, si vous voulez, la technologie au service et à l'excellence de service par ces canaux-là. Donc, le chatbot, on l'a bien évidemment. On a toutes les solutions légitimes et possibles de machine learning, de big data, solutions pour connaissance client. Pour nous, la connaissance client, c'est clé. Parce qu'à partir du moment où on sait quelles sont les informations, les passions, les événements du client, on peut réagir et anticiper ses besoins. Typiquement, c'est le concierge, pour donner un exemple, c'est comme votre médecin. Vous avez des symptômes, vous avez mal à gauche, à droite. Il faut lui donner un maximum d'informations pour être bien traité. Nous, c'est pareil. Vous voulez être bien servi, donc il faut donner beaucoup d'informations. On n'a pas l'information transactionnelle, on l'a peu. On a plutôt l'information comportementale, relationnelle, et c'est celle-là qui nous intéresse. C'est typiquement le fuel aujourd'hui de toutes les grandes marques. C'est qu'est-ce que je fais toute cette masse d'informations. Donc nous, on a créé cette plateforme pour être capable de l'analyser et puis de retourner de l'information pertinente à la marque qui va enrichir après sa base de données, qui va pouvoir faire de l'acquisition beaucoup plus pointue et qui va pouvoir gérer la satisfaction, la rétention, mais surtout la fidélité de sa clientèle. On parlera effectivement du fait tout à l'heure que vous êtes en quelque sorte un producteur de données et d'informations et de connaissances pour vos clients. On va revenir à vous, Julien Heinemann, chez Schmitt. Comment est-ce qu'est organisée la connaissance client? Ça vient des données caractéristiques, de profil des clients, des données comportementales, également toutes les études que vous avez à votre disposition. Est-ce que ça vous sert pour améliorer le parcours du client? Alors nous, on est au début de l'histoire, c'est-à-dire le groupe a lancé un grand programme Consumer Connect, dans lequel évidemment on a dessiné un parcours consommateur via des études qui ont été faites sur des populations de consommateurs. La vocation, c'est évidemment d'améliorer toutes les étapes, tous les creux de la vague, les étapes les plus difficiles.
L'objet, c'est bien de centraliser aussi toute la connaissance qu'on a de nos consommateurs à différentes étapes de leur vie. Aujourd'hui, on ne centralise pas, donc on est en train de consolider tout ça dans un lieu unique pour pouvoir évidemment travailler la personnalisation de cette relation avec nos clients. Et effectivement, on était historiquement surtout un cuisiniste, sachant qu'on développe toutes les gammes de l'habitat. Ben, là aussi, on a un vrai intérêt à pouvoir gérer cette connaissance-là. Et le dernier point sur lequel on est en train de travailler, c'est des enquêtes de satisfaction qui sont faites après l'achat de chaque projet. Et de ces enquêtes, il y a des verbatims, des commentaires. Et ces commentaires, on est en train de structurer toute l'entreprise pour que ces commentaires puissent remonter, cette fameuse voix du client puisse remonter jusqu'à chaque interlocuteur, un chef produit, le marketing, enfin les différents corps de métier qui peuvent avoir un intérêt à avoir cette voix du client, être sensibilisés à ce que disent nos consommateurs. Et ça peut paraître tout simple, mais je fais quand même partie d'un groupe qui est industriel, donc on n'a pas forcément cette culture-là encore d'être confronté au consommateur final. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Et puis il y a la fréquence d'achat aussi. On peut aller au cinéma plusieurs fois par semaine, mais acheter une cuisine, c'est tous les 10-12 ans de mémoire, non? Ouais, ça a tendance à baisser, mais on était plutôt autour de 15, un peu plus de 15 ans. Oui, donc fatalement, c'est ce qui explique aussi potentiellement, en prenant les 20 dernières années, le fait qu'il y ait eu peu d'investissement sur la connaissance client, parce qu'on se dit on met tout dans le recrutement. C'est ce qui explique d'ailleurs les campagnes de télévision massives qui veillent à avoir une présence à l'esprit permanente, avoir des taux de notoriété très très forts. On se souvient presque tous des dernières publicités de Schmitt ou de Cuisinella. Et c'est effectivement tout pour le recrutement. Et puis aujourd'hui, on aborde effectivement la fidélisation par le biais de ce que vous disiez, par la réputation aussi. On veut absolument collecter la vie des clients pour enrichir les parcours. Et puis pour développer les promoteurs, évidemment, qui sont bien plus intéressants quelque part que les campagnes marketing de publicité, on va dire. Alors Francis Barbier-Martins, vous nous parliez de vos expériences et votre retour d'expérience sur une start-up française dont nous sommes tous très fiers, qui est Critiseur, dont j'ai beaucoup parlé sur mon blog aussi. J'ai fait l'interview de son président, donc je fais de la publicité parce qu'ils ont un stand sur ce salon. Et je sais que vous avez été pas mal sollicité très récemment pour justement faire un retour d'expérience sur cette solution. Et j'adore toutes les solutions d'écoute du client. Alors justement, comment est-ce que vous exploitez toutes les données qui sont issues à la fois de la connaissance client, passive on va dire, et puis toute l'expression des clients concrètement, qu'est-ce que vous en faites? Alors, c'est un petit peu notre grand paradoxe chez UGC, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, donc on a une solution CRM qui a été élaborée maison, qui a répondu en fait à notre besoin que nous avions en fait en 2006. À date d'aujourd'hui, en fait, on a donc mené un appel d'offres pour pouvoir changer, puisqu'on s'est rendu compte qu'en rajoutant des couches applicatives au fur et à mesure, en fait, on se bridait les développements de connexions, de diverses remontées de bases de données, dont les fameux verbatims. Ce qui veut dire qu'on avait une exploitation qui est aujourd'hui industrialisée un maximum vers nos abonnés, mais on reste quand même très artisanal pour le traitement de la donnée. La data, elle existe. On a énormément de données transactionnelles, par exemple. On a des comptes clients, on a des adresses email. Tout ça est très, très propre en termes de données. Mais c'est l'utilisation que nous en faisons et les remontées d'informations qui restent aujourd'hui problématiques et qui restent parcellaires. Clairement, on a fait plusieurs opérations de data mining. On a des opérations anti-churn qui tournent régulièrement. On travaille avec un outil qui est Dataiku, par exemple. Mais ça reste aujourd'hui très peu automatisé. Et c'est vrai que la solution que nous venons de choisir, on fonde de gros espoirs l'année prochaine pour avoir un véritable customer journey qui soit automatisé du moment où on envoie un email de sollicitation jusqu'à le contact vers ma plateforme et la proposition de 1, 2 ou 3 propositions commerciales, par exemple, pour de la vente, de la rétention d'abonnés ou de la fidélisation. Je terminerai par un élément important. Je ne suis pas du tout payé par Critiseur, je précise tout de suite. Moi non plus. Ben voilà. C'est juste que je suis très content de cette solution dans le sens où ça a énormément apporté à la fois à mes équipes qui travaillent dessus, mais également, comme je vous ai dit, au niveau des salles.
Et je vous donnerai un exemple qui nous est arrivé l'année dernière via le verbatim que nous avons récupéré sur les suggestions des clients. Alors pardon, Ouais. Francis, j'affiche en même temps une question Ah oui. qui correspond exactement à ce que vous êtes en train de développer, hein, les outils de collecte de feedback client à chaud, à froid. Donc là, Ouais. on est dans le à chaud, hein. Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que nous avions énormément de suggestions sur les incivilités dans les salles. Donc je pense que vous avez tous été dans des salles de cinéma. Je pense que vous avez tous eu le malheur de voir des gens utiliser leur téléphone portable, allumer leur petite lumière pour voir les textos, les Twitter et j'en passe. Ça dérange beaucoup nos clients. Et en fait, ils nous faisaient remonter l'information comme quoi on ne faisait rien. Et en effet, en l'occurrence, nous n'avions pas de message à passer in situ pour nos clients. C'était aussi un problème pour le personnel des salles qui n'avait pas de levier pour indiquer aux clients, ben, si, on vous l'a dit. Et le fait de concaténer ces verbatims m'a fait réaliser une chose, c'est que c'était plus de 29% en fait des réclamations qui nous parvenaient par Critiseur. Donc auparavant, quand j'arrivais près de mon PDG en disant « Ah, mais j'ai 70 messages de gens qui ne sont pas contents ». Alors 70 messages versus 30 millions de clients par an. Voilà, mon PDG m'a dit « Vous êtes bien gentil, mais voilà, je ne vais rien faire, quoi. Si j'ai 70 clients qui se plaignent, pour moi, même s'il y a une majorité silencieuse, ce n'est pas parlant. » Par contre, quand j'ai commencé à amener les 29% de réclamations via un réseau comme Critiseur, là, ça a finalement parlé. Et ce qui a abouti, c'est que nous avons mis en place... si vous êtes client UGC, vous l'avez peut-être vu donc depuis octobre de l'année dernière, on a un panonceau qui indique en gros merci d'éteindre vos téléphones portables. C'est juste après le logo UGC, juste avant le début du film. Du jour au lendemain, on a les réclamations qui sont complètement tombées. On va dire en un mois, on n'avait plus aucune demande sur vous ne faites rien et il y a des incivilités. Et surtout, les salles ont eu un levier pour indiquer aux clients si on vous le dit au début du film, donc merci d'être civil. Et c'est un exemple en fait de réaction à chaud qui nous a permis d'améliorer notre expérience client directement en salle. Et ça continue aussi avec différents éléments qui remontent chaque jour. Oui, c'est comment mettre des chiffres en face de signaux faibles en quelque sorte. Et puis votre histoire me fait penser à un billet que j'avais écrit sur mon blog qui était le client est le premier destructeur d'expérience. Et on voit souvent effectivement dans les feedbacks de clients dans leur expérience, souvent les clients se plaignent des autres clients, enfin, ou des incivilités qui sont malheureusement en hausse. L'enfer, c'est les autres. En hausse dans le domaine bancaire, dans l'assurance, en hausse aussi dans le secteur des transports aériens. Malheureusement, donc voilà des signaux faibles à traiter. Alors Yann et Emiliane, l'exploitation des données, elle est centrale pour vous, et vous dites même sur votre site, j'ai relevé une de vos citations, tirer parti des données pour créer un lien émotionnel. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors, c'est effectivement là-dessus qu'on est parti lorsqu'on a constitué cette société, cette plateforme. La clé de notre business, c'est le lien émotionnel entre le client et la marque. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter un bénéfice tangible au client final par notre qualité, notre excellence dans le service. Pour arriver à ça, donc, on a un des éléments qui est très fort, c'est qu'on a constitué notre plateforme qui permet de renifler tout le wording des clients et des interactions, que ce soit par SMS, par email, au téléphone bien évidemment, quel que soit le canal. On récupère toutes les informations et donc on agrège sur une seule fiche client, fiche membre. Donc ceci nous permet d'avoir la vision 360 du profil client. Ensuite de ça, on a des bénéfices clients. Donc on a négocié toute une plateforme de bénéfices avec des partenaires mondiaux. Et donc, on offre des bénéfices aux clients. Donc, on a tous reçu un jour un email standard venant d'une grande marque qui, dans le fait, ne nous intéresse pas forcément parce que ne correspond pas à nos passions, nos attentes. Nous, on a voulu relever le défi, justement, d'avoir un taux d'ouverture, un taux d'engagement et d'usage extrêmement élevé. Et pour y arriver, il faut effectivement que je puisse envoyer à monsieur Thierry Spencer, qui aime le golf, aller en Bretagne ou faire de la voile, des informations qui l'intéressent. Une fois que vous recevez ces informations avec des bénéfices, vous allez cliquer et être engagé dans l'offre. Donc c'est tout ça qu'on a voulu apporter. Et aujourd'hui, on a un taux d'engagement et d'ouverture des emails qui dépasse les 90%, ce qui est extrêmement élevé et pour la simple et bonne raison qu'on parle du client. Quand j'ai la chance de recevoir quelques industries au bureau, que ce soit des banquiers, des constructeurs automobiles ou d'autres, chacun me parle de son produit.
Et à chaque fois, je les reprends en leur disant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre client. Votre client, il a une voiture, il a un compte en banque, il aime aller au golf, encore une fois, aller en vacances. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je vais vous donner comme information. Et je vais pouvoir communiquer ces informations aux clients. Donc, augmenter, encore une fois, le taux d'usage, le customer engagement, comme on dit chez les Américains. Est-ce que ça amène vos clients à modifier justement les parcours clients ou leur façon d'appréhender la relation avec eux? Oui, parce que historiquement, vous savez que la conciergerie, c'est né dans les hôtels, les palaces 5 étoiles, donc c'était du face-à-face. On est passé après à une génération qui était beaucoup plus j'ai un numéro de téléphone et je peux appeler quand j'y pense et quand j'ai une requête. Aujourd'hui, nous, on est dans le push and pull. C'est-à-dire qu'on n'attend pas uniquement que le client pense à nous lorsqu'il a un besoin, mais on sollicite et on envoie des idées en fonction du profil. Donc on engage vraiment le client au nom de la marque, parce qu'on est en white label. Donc on l'engage systématiquement à avoir une émotion et un lien fort marketing avec la marque. En marque blanche, hein, c'est-à-dire en marque blanche. Vous n'apparaissez pas. Absolument, on n'existe pas, on répond au nom des banques, des émetteurs de cartes, des constructeurs automobiles, etc. Donc ça, c'est notre métier de base. Et on a un taux d'hypersatisfaction qui est extrêmement élevé parce qu'effectivement, on peut anticiper les besoins. On sait que monsieur Alain Dupont a l'habitude d'aller au sport d'hiver. Donc on va lui proposer de changer ses pneus grâce à la marque XY. Donc là, on est vraiment dans le lien logique et pragmatique qui permet d'avoir un usage fort. Parlons avec vous, Julien Heinemann, de la combinaison que vous faites du digital et du face-à-face dans votre parcours client. Alors, je dirais de manière macro, hein, tout ce qui est digital, on a tendance à dire c'est le global, quoi, hein, c'est le global qui le gère. Tout ce qui est face à face, on est sur le local, on est en magasin, on est dans le point de vente. Ça, c'est la vision macro. Mais une fois qu'on a dit ça, de plus en plus, tous nos concepteurs vendeurs en magasin, on leur dit commence à t'intéresser un peu à ce qui se passe côté digital. Donc fais un petit pas en arrière, ou en amont en tout cas, pour voir ce qui s'y passe. Et commence à interagir. Et mes collaborateurs au sein du service client, inversement, je leur dis aussi, mais on ne fait pas de la satisfaction client dans un bureau, dans une usine. Donc, va sur le terrain, soit plus fréquemment dans les magasins, etc. Va au contact, quoi, hein. Donc, en face à face aussi. Donc, c'est un peu c'est une forme de décloisonnement entre les canaux, hein, des vie ma vie entre les étapes, et puis vie ma vie entre collègues, mais vie ma vie aussi de clients. Hein, pour dire effectivement un vendeur en magasin, vit la vie du client bien avant qu'il vienne nous voir pendant la conception la réflexion et la conception de sa cuisine. Exactement, et vit ma vie et comprend mes besoins ou les besoins de l'autre. Et après, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, notre métier, on est fabricant, on sait faire des produits qualitatifs, c'est juste normal, fonctionnel, etc. Mais après, tout se joue sur cette relation humaine qui se crée, quoi. Et le gros enjeu pour nous, c'est bien ça, c'est de se dire, cette relation que je crée au moment où le client rentrait en magasin, je dois la créer plus tôt, je dois la créer de par tout ce qu'il a déjà fait dans son parcours sur le web, parce qu'il a liké ceci, cela, il a aimé ce type de style, ce type de déco, ce type de produit. Et en fonction de tout ça, je vais l'accueillir. Donc notre mix ou notre lien entre le digital et le réel, il est complètement là. Il est comment je raccroche et je fais ce fameux sans couture dont vous parliez tout à l'heure. J'ai une question que je vais vous poser qu'on va afficher. Est-ce que c'est une équipe unique qui gère les différents canaux? Quels conseils donneriez-vous pour les équipes en place qui sont non orientées omnicanal? J'appuie sur le bouton d'affichage de la question. Et chez vous, dans la relation à distance, vous avez séparé les équipes ou tout le monde est plus ou moins omnicanal à distance, si je peux dire? Alors aujourd'hui, on est encore séparés en termes de tout ce qui se passe sur le web, sur les réseaux sociaux. C'est un community manager qui a vraiment cette fonction et qui a dans ses missions de devoir déployer à l'ensemble des équipes aussi ces interactions et que demain, l'ensemble des équipes puissent gérer que l'interaction vienne des réseaux sociaux, du web, qu'elle vienne par téléphone, peu importe. C'est les mêmes interlocuteurs. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et on va même aller plus loin, c'est qu'on souhaite aussi, alors ça c'est pas une différence de canal, mais c'est une différence d'interlocuteur, que ce soit le consommateur final ou le magasin
qui contactent, que ce soit les mêmes personnes qui gèrent les deux populations. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, et encore une fois, quel que soit le canal. Qui correspond aux attentes de vos clients. Est-ce que vous sous-traitez une partie de votre relation? Je sais que ce n'était pas dans nos questions, mais comme Francis a ouvert un peu le benchmark en citant ses prestataires, est-ce que vous avez des prestataires dans le domaine de la relation client? Oui, pour la relation avec nos consommateurs, pour avoir des plages horaires plus étendues et une meilleure couverture, effectivement, on sous-traite tous les traitements des appels et des formulaires web qui sont envoyés. Ça, c'est sous-traité. Et c'est un prestataire qui est local là, en Alsace, là, qui arrive à traiter à peu près 50% des contacts. Et le reste, il nous les retransmet et c'est nous qui reprenons le relais en interne avec les collaborateurs du groupe. Un prestataire local pour une relation globale, hein, si je fais voilà. le pont, pardon. Francis Barbier, votre activité, elle est par définition une activité d'expérience, de divertissement dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi fort à faire par rapport à certains concurrents. J'y pensais quand vous parliez de l'exploitation des données. C'est devenu pour un de vos concurrents, alors pardon parce que j'étends le domaine de votre concurrence, par exemple à Netflix, qui a fait presque une signature que l'utilisation extensive des données. Mais revenons au parcours de vos clients avant et après le film. C'est de plus en plus digitalisé. Moi, je le constate en tant que client du GC. Absolument. Alors je dirais que là aussi, ça rejoint ce que je disais juste avant. On vient de choisir une nouvelle solution CRM dans le cloud, donc la même que la tienne. En l'occurrence, c'est Salesforce. En l'occurrence, Salesforce. On est vraiment entre deux. C'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Et on est en train, depuis à peu près un an, d'en commencer en fait un nouveau. Je prendrai un exemple qui est celui de l'abonnement en ligne. Il se trouve que pour la carte UGC illimitée, qu'il s'agisse de la France ou de la Belgique, nous avions deux canaux principaux qui étaient de la souscription en salle et la souscription par correspondance. Et nous avons décidé de faire un maximum de digital avec l'abonnement en ligne, c'est-à-dire d'avoir une souscription de A jusqu'à Y de la souscription, puisqu'on a le petit Z qui nous manque, puisqu'on a toujours la carte qui est physique chez nous, qui est aussi une demande de certains de nos abonnés d'avoir une carte dématérialisée. Et je dis certains parce que pas de tous. C'est notamment la clientèle la plus jeune qui pousse énormément et pas forcément la clientèle qui est, on va dire, à partir de 45 ans. Mais l'abonnement en ligne a été une véritable révolution, ne serait-ce d'un point de vue client. À date d'aujourd'hui, je vais sur mon site, je remplis toutes mes données, je télécharge ma photo, je télécharge mon RIB si je paye par paiement le mandat de prélèvement mensuel. Et j'ai le flux de données qui arrive directement sur mon outil CRM. Et en fait, à partir du moment où, si par exemple aujourd'hui vous faites l'expérience, vous faites votre demande aujourd'hui, dès demain matin, mon service, puisqu'on effectue la totalité des actes clients, qu'il s'agisse réseaux sociaux ou en dur, mon service vous envoie la carte dès le lendemain matin. On a une promesse client d'envoi toujours à J+1, voire J de la demande. Il reste, pour avoir une complète fluidité, la carte dématérialisée, la carte illimitée dématérialisée. Donc on va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire on est vraiment dans une politique d'expansion de politique de services digitaux. Et je dirais que même c'est quand même normal puisque nos cinémas sont entièrement digitaux en termes de projection de films. Donc en fait, cette expérience cinéma digitale, on l'a déjà faite depuis plusieurs années. Elle se poursuit avec l'expérience client. Et ça va aller même encore plus loin puisqu'on a, si vous suivez peut-être un petit peu l'actualité du Festival de Cannes, on a le premier film en réalité virtuelle qui va être présenté en compétition officielle. Donc on est en train de repousser cette expérience digitale encore un petit peu plus loin. Donc, ce qui rejoint la notion de Facebook VR qui a été indiquée hier. Maintenant, est-ce que le client veut ce niveau de digital en dehors du gadget? Là aussi, ça reste, je pense, à prouver. Mais c'est vrai qu'à partir de là, il nous reste à construire l'expérience client post-cinéma. On vient de faire notre première expérience d'email post-séance il y a quelques jours. Et là, on est en train de voir justement les résultats et comment les intégrer ensuite à la fiche client. Donc, on est vraiment entre deux. On est en train de construire petit à petit. Mais je pense que d'ici, on va dire fin 2018, on aura quelque chose de vraiment complet et exploitable à 100%.
Merci. Yann Emilienne, comment est-ce que vous voyez la combinaison entre monde réel et digital dans votre activité? On l'a construit justement en complémentarité. C'est le human and machine. On ne peut pas ne pas avoir les deux aujourd'hui. L'humain, parce qu'aujourd'hui, le concierge, c'est un profil vraiment atypique, très spécialisé, très expert. Donc il y a une relation client premium. Et donc là, ce sont vraiment des profils atypiques qu'on trouve difficilement. Et la machine, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir les dernières technologies. En ça, on a anticipé aussi l'agilité dont on avait besoin pour partir à l'international. Aujourd'hui, on est européen, en même pas 6 mois. On va aux États-Unis là dans 2 mois, ensuite Amérique latine et Chine. Aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une souplesse justement du système qui, avec un ordinateur et un téléphone, nous permet d'ouvrir une plateforme n'importe où dans le monde. Donc cette souplesse, cette agilité de la technologie est nécessaire aujourd'hui, mais surtout, on a anticipé les générations à venir. Nos enfants aujourd'hui, 10, 14, 15 ans, ne téléphonent plus. Ils sont nés avec la génération du web, c'est les XYZ, les millennials, et eux, si on ne les anticipe pas maintenant, on va les perdre demain. Ils vont switcher systématiquement. Ils ont des codes qui ne sont plus les mêmes. Donc on a déjà anticipé cette nouvelle génération des clients de nos clients. Et donc on a été obligé d'avoir la dernière technologie justement évolutive. Voilà, typiquement, l'avantage du cloud, c'est que c'est comme une appli, c'est une mise à jour, on bénéficie d'Einstein, on bénéficie de plein de choses. Et donc on a toute cette capacité aujourd'hui technologique pour accompagner nos clients partout dans le monde, mais pour aussi se développer en agilité et rapidité. Alors, je suis d'accord avec vous sur effectivement qu'il peut y avoir des choix de canaux différents selon les générations. On Et voit, les pays. Et Il y a des usages de pays différents. Et les pays. Il y a une étude que je vais citer, que je vous incite à télécharger gratuitement sur le site justement de Salesforce, qui s'appelle State of the Connected Customer. Et vraiment, c'est une mine d'informations. Et il y a notamment un chiffre qui dit que, quelle que soit la génération, entre X, Y, baby boomer, il y a un vrai besoin d'instantanéité, quel que soit effectivement l'âge ou la génération, un besoin de synchronicité dans la relation. Pour rebondir un peu sur le thème générique de nos plénières et du salon, synchroniser votre relation. Donc, typiquement, on n'a plus la patience d'attendre. On n'a pas été habitué à ça. Avant, on attendait un taxi, et on était content quand il arrivait au bout d'une demi-heure. Maintenant, on sait que dans 3, 4, 5 minutes, il va arriver. Et ce n'est pas un taxi, c'est une limousine. Donc le digital et les nouvelles technologies ont permis ça. C'est-à-dire une véritable innovation, une qualité et une excellence dans le service. Aujourd'hui, on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas revenir au téléphone avec les... Exact. Alors peut-être en guise de conclusion, avant de prendre les quelques questions de la salle, et je vous remercie d'en avoir posé, Julien Heinemann, en termes de prospective, quels sont vos projets, vos initiatives pour le futur du parcours de vos clients, et puis quels sont les défis pour les directeurs de services clients comme vous pour demain? Alors il y a un aspect technique, donc c'est évidemment de trouver les outils qui vont bien pour gérer ce que je vous disais tout à l'heure, ce mix de la relation partenaire-magasin, donc B2B et le B2C ou B2B2C avec nos consommateurs finaux. Et ça, c'est pas simple, mais c'est que technique, je dirais. Donc aujourd'hui, on est en train d'implémenter une solution qui s'appelle Freshdesk et qui nous permet de plutôt commencer à bien gérer ces interactions, quel que soit le canal, et de les partager aussi avec notre réseau de distributeurs, les concessionnaires. Ça, c'est l'aspect technique, et évidemment d'avoir après, via ces outils et via les connexions qu'on va faire à ces outils, ça c'est l'étape d'après, de connecter à cette base consommateur consolidée avec une connaissance 360 degrés. Mais je dirais que c'est presque le plus simple. Ensuite, c'est vraiment humain. Et là, l'enjeu est beaucoup plus fort. Et encore une fois, je vous disais, Schmidt Group, c'est un industriel. Et moi, quand au sein d'une entreprise industrielle, je viens dire, au sein du service client, notre première expertise qu'on va développer, c'est le relationnel. Ça fait drôle, quoi. C'est pas forcément dans les habitudes. Donc, c'est cette évolution de culture, c'est de vraiment travailler cette évolution de culture avec nos collaborateurs. Et pour faire ça, évidemment, c'est de les placer au centre du dispositif, d'être un peu égoïste, quoi, de travailler d'abord sur le bien-être de nos équipes pour que symétrie des attentions et autres concepts, après, ça rejaillisse évidemment sur nos magasins et des magasins vers les consommateurs. Et donc, voilà, pour moi, en tant que directeur service client, c'est la priorité, c'est de travailler d'abord ce bien-être
et ensuite tout se décline, tout se déroule, quoi. Merci de cette ouverture qui me fait penser au dernier numéro de Relations Clients Magazine qui est à votre disposition à l'entrée de ce salon et qui titre effectivement sur la culture d'entreprise. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Vous citez la symétrie des attentions, le postulat comme quoi la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management. Alors Francis Barbier, comment est-ce que vous voyez le futur de la relation client avec ces différents canaux et les combinaisons possibles pour les clients? Je vais un petit peu faire une redite. Si vous êtes Parce que d'accord je- sur la vision non, du c'est futur. bien. Non, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, dans le sens où je suis vraiment un partisan de la symétrie des attentions aussi. C'est pas un vain mot. Je pars vraiment du principe que si j'ai pas des équipes heureuses, je ne peux pas avoir de clients heureux. Donc, je dois avoir un lieu de travail qui doit être spacieux, qui doit être clair. J'ai travaillé avec des ergonomes spécialement pour ça. Mes équipes sont vraiment dotées du dernier cri de la technologie. Ils travaillent avec des écrans, deux écrans 24 pouces. Ils ont des bureaux qui font 2 mètres de long. Ils ont de la place, ils ont de la lumière. Et je sais qu'à partir de là, j'ai une meilleure stabilité d'équipe. Je peux mieux faire passer mes messages en termes de formation. On a des formations tous les mois, des formations flash ou des formations continues beaucoup plus longues sur des sujets. Et je sais que derrière, comme vous dites, ça va dérouler. C'est-à-dire qu'on va avoir des canaux qui seront choisis pour nos métiers, pour notre business principal. Je pense que le champ des possibles est vraiment infini. Mais c'est à chacun, en fonction de son entreprise et de son business, de poser ses bornes et de savoir quels sont ses besoins. On en discutait juste avant, il n'y a pas de duplication d'un succès rencontré dans une entreprise, dans une autre. Ça, je n'y crois absolument pas, puisqu'on a tous des spécificités, même si au bout du compte, on est là pour avoir des clients qui soient le plus contents possible et qui reviennent. Je crois toujours, mais ça je pense que vous l'aurez compris, je crois toujours au téléphone. Mes clients me le demandent et j'ai beau faire pour essayer de les repousser, ils reviennent toujours au téléphone. J'ai des canaux comme Facebook et comme Twitter, mais aujourd'hui, ce sont des canaux qui, depuis que je les ai lancés, en fait, restent infinitésimaux en termes de remontée client, en termes de demande, en termes de réclamation ou en termes d'expression client. Le téléphone représente encore aujourd'hui, depuis que nous avons lancé UGC Illimité en mars 2000, ça représente encore plus de 65% de mes contacts clients et j'en ai 500 000 par an. La grosse transformation qu'il puisse y avoir, quelque canal que ce soit, sur lequel nous nous engageons aujourd'hui, donc cette combinaison, on aboutit à plus de réassurance vers le client et plus de politique j'arrive pas à trouver de mot, de chouchoutage du client. On passe à beaucoup plus de sortants aujourd'hui. Alors ça peut être bien évidemment de la satisfaction client, ça peut être de la réassurance post-appel, si un appel s'est mal passé par exemple, mais on est vraiment dans cette politique de je vais te chouchouter, je vais faire en sorte que tu te sentes bien chez moi. Pas simplement parce que j'ai envie que tu reviennes, mais tout simplement que tu sois optimiste dans ma marque. Et quand on voit par exemple la catastrophe United qui a pu avoir récemment, où quand même United a quand même plongé de plus de 900 millions de dollars sur le marché américain. Alors, vous parlez de United Airlines. United avec, Airlines. Le client, le passager en surbooking qui est sorti Voilà. tiré par la chemise. Ils sont un peu habitués parce qu'il y a quelques années, il y a eu Dave Carroll dont on avait cassé la guitare. Exactement. Mais c'est une véritable catastrophe en termes de relations clients. On parle bien de relations clients, c'est la gestion derrière et on voit vraiment que les sociétés qui sont pré-social media ont beaucoup de mal à gérer ce genre de choses parce qu'ils ont des process qui sont relativement lourds. Et je pense que c'est cet allègement de process in situ vers lequel nous allons et vers lequel, en tout cas, moi, je me dirige pour notre métier. Merci de cette ouverture, expérience client, expérience collaborateur. Je vous rappelle que demain matin, il y aura une plénière sur ce sujet-là, sous l'angle écoute client, écoute collaborateur, avec trois autres témoignages. Le mot de la fin pour vous, Yann et Miliane, comment est-ce que vous voyez cette relation client hybride et quels sont les fondamentaux qu'on gardera, quel que soit le secteur ? Alors avant tout, je tiens à souligner qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec mes amis sur ce qui a été dit. C'est-à-dire la bienveillance qu'on peut avoir dans les équipes aujourd'hui est vraiment clé, à la fois pour les services rendus aux clients, mais pour l'ambiance interne et pour ce qu'on peut apporter en sentiment vis-à-vis du client. Et n'oublions pas qu'on parle de relations hybrides humains. Ça reste l'humain qui crée la machine. Donc on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence émotionnelle. C'est toujours l'homme qui va créer ça.
jusqu'au bout. Donc, si on peut y influencer, y donner de la gentillesse. Pour vous donner un exemple, dans nos équipes, aujourd'hui, on est à peu près plus de 50. On a embauché les concierges justement sur les critères d'expérience, d'expertise, de profilage, mais essentiellement sur la gentillesse. C'est-à-dire, on a fait passer des tests de véritable bienveillance, empathie, compassion vis-à-vis des clients. Et ça se ressent dans les relations qu'on peut avoir avec nos clients. Donc la clé, je pense qu'elle reste sur l'humain, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. On va prendre juste une question. Celui qui voudra y répondre. À propos des avis clients et des notations clients, est-ce que vous pensez que les marques doivent utiliser ces recommandations dans leur stratégie de communication? Est-ce que ça aide à améliorer l'expérience de tous les clients que de rendre public finalement leur point de vue? Alors moi, j'ai un point de vue sur la question en tant qu'initiateur de la norme NFZ 74501 de l'AFNOR sur les avis en ligne, qui est un nouveau standard dont on a parlé d'ailleurs hier, un standard qui a été adopté par Citroën pour Citroën Advisor, un standard qui a été adopté par Decathlon, un Decathlon qui publie des avis clients et qui s'engage lorsque la note du produit est inférieure à 3 sur 5 à retirer le produit de la vente. Donc c'est des engagements très très forts. Quel usage vous faites des avis clients si vous les collectez? Alors j'ai une réponse très courte parce que nous on est en marque blanche, donc on est moins concerné, mais on a une double exigence justement. Notre service doit être apporté aux clients au nom de la marque. Donc on a quand même intérêt à être extrêmement bon et à éviter ce type de bruit sur le marché. Mais après c'est effectivement aux marques en direct de répondre à ça. Je dirais une chose, le site Critiseur et l'appli Critiseur, elle est Exact. ouverte. Donc, c'est-à-dire que les clients qui déposent un avis, vous le voyez si vous consultez. Vous pouvez engager votre réponse, vous pouvez appuyer la demande du client et vous pouvez aussi noter la réponse que j'ai fait. Donc, on a une totale transparence sur la manière dont on communique. Et bien évidemment, dès qu'on a un avis négatif, tout de suite, ces relations salles et remontées directes avec la salle et modifications in situ. On ne peut pas être plus transparent aujourd'hui que ça. Merci de cette réponse. Avant de vous quitter, je voudrais vous annoncer quelque chose qui a été publié il y a quelques jours à propos de standards et d'expérience client omnicanal. Ipsos a décidé de s'associer avec Trust Team Finance et l'Académie du service pour créer un nouveau prix qui s'appelle le prix de l'excellence client. Donc une première phase où Ipsos va mesurer la satisfaction des clients et puis l'Académie du service et puis Trust Team Finance vont observer à la fois la culture d'entreprise dont on a parlé et puis tous les moyens, la stratégie des moyens mais mise en œuvre pour améliorer la satisfaction client. Donc les résultats seront connus le 27 juin dernier. On parlera d'expérience client. C'est le moment de remercier nos trois invités, de les applaudir. Merci de votre présence.